Maman, t'as intéressé où? Des places que tu peux pas faire éternellement. Cette cathédrale a toujours été ce lieu de paix, de fraîcheur et d'amour qui a commémoré le nom de tous ceux qui sont morts. Vous tous, descendants de ces familles, vous voulez les honorer en ce centenaire. Et c'est très louable et c'est très important de garder leur mémoire. Les temps de l'histoire ont changé, mais les souvenirs n'ont pas changé. Et ce que nous portons dans nos cœurs, ce qui a été porté dans la chair, reste toujours vivant. Et c'est cela que nous voulons célébrer aujourd'hui. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Господи,
cette exposition fait partie d'un tout. Fait partie d'un tout, donc on a décidé il y a un an de faire un événement à l'occasion du centenaire du mouvement blanc, le centenaire qui peut se poursuivre encore quelques années, puisqu'il n'a fait que commencer en 2018 et se terminer quelques années plus tard. Donc, l'une des idées principales du comité d'organisation et des initiateurs de cet événement était de faire participer les personnes qui avaient connu encore la première émigration et les gens qui étaient arrivés de là-bas, qui avaient des souvenirs chez eux et qui avaient des photos ou des lettres ou des documents et de les présenter. Voilà. Nous pensons que c'est peut-être une des dernières fois où nous pourrons présenter ce genre de documents. Donc en général, la réponse était que nous n'avions rien. Nous n'avons rien, je ne sais pas du tout, il faut que je cherche, etc., etc. Et finalement, petit à petit, de fil en aiguille, en 2-3 mois, les gens ont commencé à s'intéresser, commencé à chercher, à trouver, à en parler. Donc d'autres se sont joints à ce premier petit noyau. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 50 familles. Quand je dis 50 familles, c'est peut-être pas loin d'une centaine de familles qui sont représentées ici, de personnes qui ont combattu pendant la guerre civile ou alors qui ont en tout cas vécu à cette époque-là et vécu voilà, soit l'horreur de la guerre, soit l'horreur enfin pas de l'exil même, mais enfin de la débâcle, disons, voilà, sur tous les fronts. Comme les fronts étaient différents, il y avait dans le sud, dans la Sibérie, dans le nord. Je crois qu'il y a ici la représentation un petit peu de tous les fronts et de toutes ces familles qui ont participé, qui ont souffert. Pour la plupart, voilà, beaucoup naturellement sont morts là-bas sur place, d'autres sont morts ici et ont pu laisser ici justement ces témoignages. Il y a des portraits, il y a des photos, des lettres, des attestations, il y a même une vitrine où vous avez je crois des insignes. Alors bien évidemment, comme c'est un petit peu ouvert à tout, on n'a pas vraiment pu mettre de choses précieuses, on aurait bien aimé. On aurait pu avoir des uniformes, des drapeaux de l'époque, même des icônes. Il y a des icônes à l'église qui datent de cette époque, mais en principe est prévue une visite après la dernière conférence de l'église, justement pour leur montrer ces icônes qui ont été rapportées du front. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Grosso modo, c'est ça. C'est ça, il ne reste pas grand-chose. Toutes des photos en noir et blanc, bien évidemment, pas en couleur, et des documents originaux. Alors là, on a plutôt des photocopies, bien sûr. Nous, c'était très important, parce que nous sommes des descendants, donc la deuxième génération, disons, après nos parents. Voilà, nous sommes les petits-enfants de cette génération qui a émigré. Du début du XXe siècle. Donc pour nous, il était important, c'était notre devoir de faire mémoire et hommage à ces gens que nous avons encore connus. De loin, pas tous bien évidemment, mais quand même, il y avait des militaires et des écrivains et des professeurs, il y avait une énorme immigration. Nous l'avons connu et voilà, nous voulions aujourd'hui lui rendre hommage et surtout faire un témoignage, si vous voulez, de cette époque et de ces gens qui étaient absolument extraordinaires. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, chers amis, avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie tous de votre confiance et de votre soutien. Votre présence ici, aujourd'hui, montre que notre appel et nos efforts n'ont pas été vains. Depuis 2010, nous organisons tous les ans, le jour de la Saint-Alexandre, un office en mémoire des combattants des armées blanches morts dans la lutte contre les bolcheviks ou en émigration, définitivement privés de leur patrie. Nous n'oublions pas non plus les victimes des bolcheviks, pas impliquées directement dans ce combat, mais exécutées souvent, sommairement, pour appartenir à des couches sociales de la population destinées à être éliminées,
comme otages ou même simplement pour compléter le nombre requis lors des rafles des milices rouges. En ce centenaire du commencement de la guerre civile, il a été décidé de donner plus d'ampleur à cet hommage. Toutes les classes sociales, tous les groupes ethniques, toutes les partis d'opposition, ainsi que toutes les religions de la Grande Russie étaient représentées dans les armées blanches. Et leurs combattants luttèrent fraternellement, côte à côte, jusqu'à l'épuisement total de leurs forces. Leur objectif commun était de rétablir la légalité et de permettre à la Russie de reprendre librement son cours historique et son formidable essor déjà amorcé à la fin du siècle antérieur. Il fallait également sauver la dignité et l'honneur de la Russie, entachée par la signature du honteux traité de paix séparé de Brest-Litovsk. Comme l'a dit plus tard le général Dénikine, commandant du chef des forces armées du sud de la Russie, je cite, « S'il n'y avait pas eu de résistance à la vague bolchevique qui, à l'époque, a submergé la Russie, l'histoire aurait conservé l'idée que toute la population du pays avait sympathisé avec le coup d'État communiste du 7 novembre 17 et l'avait accepté, que personne en Russie n'avait eu le courage de s'opposer au régime de violence et de terreur qui s'était imposé comme système de gouvernement. C'est justement cet engagement qui a constitué la principale valeur morale de la lutte blanche. Il fallait à tout prix sauver la Russie de la contagion de l'esprit incarné par le bolchevisme et arrêter sa dégradation physique. Méprisable aurait été le peuple qui, dans ces conditions, n'aurait pas trouvé en soi de force suffisante pour mener une lutte armée contre ce mal. La Russie a trouvé ses forces en les personnes des volontaires. Commençons notre programme avec le chœur, qui est constitué donc de descendants de cette première immigration que nous commémorons aujourd'hui, sous la direction de Grégoire Machtaler. Родилась,
Nous continuons avec notre première conférence du professeur Oleg Koptsev. 3 ans de guerre civile en 20-25 minutes, ça va être évidemment très rapide et évidemment beaucoup de choses importantes et beaucoup de faits historiques de très grande importance et qui vous tiennent à cœur en raison de vos antécédents familiaux et parce que ça fait partie de votre histoire familiale, vont nécessairement passer à la trappe. Donc le 7, dans la nuit du 7 au 8 novembre, selon le calendrier grégorien, du 25 au 26 octobre, calendrier julien, il y a un coup d'État. Une partie des soviets, même pas, ça n'a pas été approuvé par tous les membres du soviet, mais une partie des soviets, c'est-à-dire essentiellement les bolcheviks, et quelques autres membres du soviet prennent le pouvoir, arrêtent les membres du gouvernement, et le scénario va se répéter dans beaucoup de grandes villes russes et de petites villes russes de l'Empire. Et le mouvement va s'étendre comme une toile d'araignée à toutes les parties de l'Empire, et surtout en Russie d'Europe. Comme vous voyez, là on voit l'avance du mouvement, on voit le mouvement qui s'étend à travers les journées. Mais vous voyez qu'en bleu, finalement, il y a des gens qui restent en poste. Vous avez des policiers, vous avez des pompiers, des gendarmes, des postiers, des fonctionnaires civils. Et bien sûr, l'armée, il y a encore pas mal de militaires en uniforme qui ne sont pas sur le front, mais qui sont dans des casernes ou en réserve, ou voire même qui se soignent dans les hôpitaux, qui sont en permission. Et la résistance commence immédiatement. Et moi, je préfère, en fait, je sais qu'aujourd'hui, nous appelons ça le mouvement blanc. Moi, j'aurais préféré qu'autrefois, qu'il y a une centaine d'années, on trouve le mot résistance, tout simplement comme on l'a fait pour la France. La résistance, elle est immédiate, elle est spontanée. On commence par tout simplement les gens qui protègent le palais d'hiver contre l'assaut des bolcheviks que l'on pressent, notamment parmi les officiers. D'ailleurs, il y avait le beau-père de Madame Ivanov qui est avec nous au premier rang. Et puis, alors, il y a beaucoup de choses qui vont passer à la trappe, qui vont être oubliées, mais il y a un groupe de militaires dont j'aimerais qu'on se souvienne, ce sont les femmes. C'est le régiment féminin, et au milieu, nous avons ici Yashka Botchkareva, qu'on a appelée la Jeanne d'Arc russe, et qui était connue d'ailleurs dans toute l'Europe, et qui a été reçue à la Maison-Blanche, admirée par Nicolas II, par le président Wilson, et par l'amiral Kolchak, aux côtés elle mourra presque à ses côtés, presque en même temps, exécutée. Ces filles, qui étaient surtout des anciennes infirmières, mais qui voulaient en découdre, en voilà d'autres, qui sont devenues et sont passées officiers carrément dans ce qu'on appelait l'armée blanche. Elles sont restées jusqu'au bout, certaines sont restées jusqu'au bout, jusqu'en 1920, où beaucoup ont perdu la vie. Alexeev, qui, voyant déjà la catastrophe, a commencé à organiser un réseau clandestin et qui va essayer de ramener des volontaires. Au début, il n'y en a que 1000, un millier d'officiers qu'on arrive à trouver un peu partout en Russie, dont par exemple les gens coincés dans le wagon blindé qui devait aller libérer Moscou. Donc ils sont là sur place à ne pas savoir quoi faire, ils vivent chez l'habitant en attendant les ordres qui ne viennent pas. Alors beaucoup d'entre eux, mon grand-père notamment, ils vont rejoindre Alexeev vers le sud dès que l'appel est entendu. Et notamment vous avez toute une équipe de généraux qui étaient aux arrêts d'ailleurs, parce qu'ils étaient en train de s'agiter sous le gouvernement provisoire, arrêté par Alexeev lui-même d'ailleurs, libéré juste à temps par Dukhonin, et notamment le général Kornilov, le général Markov, le général Denikin et beaucoup d'autres, qui vont très rapidement s'évader vers le sud et rejoindre
Alexeev et tourner la page de mon livre. Maintenant, nous passons donc à la partie suivante, qui est un petit intermède. Et nous allons demander à Natalia Kruglaya, Natalia Vladimirovna Kruglaya, qui est actrice de profession, de bien vouloir venir nous lire quelques poèmes de Nikolai Turavierov et Ivan Savin, qui étaient donc des participants à la guerre et qui ont écrit des poèmes. В эту ночь мы ушли от погони, расседлали своих лошадей. Я лежал на шершавой попоне среди спящих усталых людей и запомнил, и помню до ныне наш последний российский ночлег. Эти звезды приморской пустыни, этот синий мерцающий снег. Стерегло нас последнее горе после снежных татарских полей. Ледяное Понтийское море, ледяная душа кораблей. Все иссякнет, и нежность, и злоба. Все забудем, что помнить должны. И останется с нами до гроба только имя забытой страны. И только ты, собрав на битву изнемогавших, притворил упрек истории в молитву у героических могил. Вот почему с такой любовью, с благоговением таким клоню я голову сыновью перед бессмертием твоим. Révérend Père, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord, même si le calendrier, le micro marche, je voudrais d'abord remercier les descendants d'André Schmemann, et je profite de l'occasion pour saluer sa mémoire. On sait tous quel était son rôle dans l'immigration russe, et je me félicite que ses enfants poursuivent son effort et nous aient rassemblés aujourd'hui. Ils m'ont proposé de parler des valeurs. Ils m'ont proposé de parler des valeurs du mouvement blanc. C'est un sujet compliqué, mais il faut prendre les sujets compliqués, ce sont souvent les plus intéressants. Quand on regarde le mouvement blanc, il faut d'abord regarder ce que les autres, c'est-à-dire tous ceux qui étaient en dehors du mouvement blanc, en pensaient. Pour les rouges, le mouvement blanc, c'est simple. C'est un ramassis de gardes blancs réactionnaires, tous fils de ou propriétaires fonciers, des réactionnaires, donc des gens à combattre parce qu'ils sont contre l'intérêt du peuple. Pour les gens de gauche russes qui ne soient pas bolcheviques, notamment pour les socialistes révolutionnaires, les blancs, c'est quasiment la même chose que les bolcheviques. Les objectifs sont un peu différents, mais les méthodes sont aussi dictatoriales. Pour les alliés, plus généralement pour les étrangers qui sont intéressés à la Russie, soit à titre diplomatique, soit à titre militaire, les Blancs sont des gens plutôt irresponsables, pas du tout fiables, et qui posent un problème quant à l'avenir des investissements faits par les uns et par les autres, et par rapport aux intérêts diplomatiques et géostratégiques qui peuvent être ceux des Japonais, des Américains, des Britanniques ou des Français. Pour les paysans, les Blancs sont des gens qui posent un problème, qui sont un obstacle pour leur objectif, qui est de devenir propriétaires de leurs terres. Donc voilà, donc quand vous regardez tous ces gens qui étaient dans l'environnement blanc, et qui étaient contre les Blancs, vous vous rendez compte qu'il y a d'abord une hostilité extrêmement importante, et qu'il y a différents types d'hostilité. Les Blancs, maintenant, comment se sont-ils vus? Là aussi, les choses ne sont pas simples, parce que d'abord, l'appellation mouvement blanc est une appellation historique et ex post.
qu'on a parlé de l'immigration russe blanche, mais à l'époque, ça a été dit par Oleg Koptsev tout à l'heure, ça a été rappelé, les armées blanches ne s'appelaient pas armées blanches. Elles étaient soit armées du sud de la Russie, soit armées du nord, soit armée sibérienne, soit ensuite avec Wrangel, l'armée russe, mais l'appellation armée blanche, en tant que telle, n'a pas existé. C'est Grégoire Lopoukine, qui est acteur et metteur en scène, et qui nous a fait une petite scène issue de différents livres sur l'armée blanche ou sur des combattants dans l'armée blanche. Tout d'abord, j'avais peur, j'étais même terrorisé. Mais à d'autres moments, j'étais envahi par cette impression que si nous n'étions pas tous unis par la discipline et soudés par notre soumission aux règles militaires, j'aurais détalé. Oui, tout simplement, j'aurais détalé comme un lapin. Et soudain, un sifflement qui retentit à mes oreilles, assourdissant. Et dans l'instant, tout disparut dans l'obscurité et dans la confusion. Tué, ça y est, je suis tué. Cette idée foudroyante me traversa la tête et l'instant d'après, j'étais vautré dans la poussière. Un nuage noir devant les yeux. Et j'entendis un jappement sauvage, perçant et suraigu. Et j'eus la sensation que je pouvais me relever tout en chancelant dans la fumée et dans la brume et dans la poussière, la boue et la suie. Et j'aperçus près de moi des hommes allongés par terre ou qui rampaient. Ça y est, tué. Je suis tué. Et nous avons aussi prévu une visite de l'église, mais un petit peu centrée toujours sur la guerre civile, donc sur les icônes qui nous ont été, qui peut-être sont arrivées de là-bas, du front de cette époque. Voilà, Natalia Smirnov est une grande spécialiste et elle vous accueillera avec beaucoup de plaisir, mais simplement ne tardez pas parce qu'elle aussi ne peut pas... enfin, voilà. Elle est un petit peu victime de notre retard. J'ai le devoir de vous parler donc du parcours du général Wrangel. Je serai très bref parce que ce parcours est absolument exemplaire et que par ailleurs, vous le connaissez, je pense, par cœur. Tout d'abord, c'est une vie consacrée à l'armée. N'oublions pas que le général Wrangel a été tout d'abord officier dans le régiment de la garde, des gardes à cheval, les Guardii come Polk. C'est peut-être pas un hasard que Wrangel se situe justement dans ce cadre du premier régiment de cavalerie de la garde, comme le général Koutiepov, du premier régiment de la garde tout court, du régiment Preobrazhensky. Et il y a une chose, je ne vais pas vous faire l'énumération, je l'ai faite, mais je ne vais pas vous la lire, mais je vous invite à la lire, des décorations reçues par le général Wrangel. Vous remarquerez que la plupart de ces décorations sont pour la bravoure et sont délivrées avec glaive. Il a eu d'ailleurs le glaive Zakrabres pour le courage qui lui a été délivré. Et toute sa carrière retrace ce début de siècle tragique qui est le XXe, c'est-à-dire tout d'abord la guerre russo-japonaise, ensuite la Grande Guerre, et finalement la guerre civile. Mais est-ce le plus grand mérite du général Wrangel? Je ne crois pas. Je pense que le miracle qu'il a su accomplir,
Ce qu'aucun des généraux n'a fait, c'est d'organiser l'exode. Vous ne pouvez pas vous imaginer, après l'évacuation donc du Sud, qui s'est passée dans des conditions épouvantables et qui avait été plus ou moins la fin véritable de Dinikin, eh bien, il a pensé déjà à organiser l'exode à partir de la Crimée. Mais il y a encore autre chose. C'est que, en Crimée, non seulement il a montré des capacités militaires extraordinaires, mais en plus de cela, il a voulu créer un modèle de la future Russie. Et il a eu une activité tout à fait exemplaire dans le domaine militaire, dans le domaine de l'État et également dans l'organisation de la société. Vous savez, pour le faire, il n'a eu que 4 mois. Alors, bien entendu, hélas, cela s'est terminé par un échec. Nous le savons tous. Mais ça s'est terminé aussi par le salut de nombre de personnes qui sont devant moi, qui sont les descendants. C'est une journée très forte, je trouve, tant par l'émotion mais aussi par l'histoire. Et je pense que c'est important qu'on a pu commémorer la mémoire de tous nos parents, grands-parents et de tous ceux qui ont vécu en fait cet exil, parce qu'ils ont vraiment vécu quelque chose de très dur, très lourd, qu'on ne peut même pas imaginer, je pense. Et il faut que leur mémoire, elle reste pour la vie éternelle, en tout cas dans nos familles. C'est une très belle manifestation. C'est donc à l'occasion du 100e anniversaire de tous ces événements, il était important de se rappeler de ces événements qui ont été déterminants pour l'histoire de la Russie. Et voilà, je trouve que les descendants donc de tous ces volontaires de l'armée blanche ont accompli leur devoir de mémoire. Et voilà, je trouve que c'était formidable. Je me rappelle mes 2 grands-pères qui étaient donc aussi volontaires dans l'armée blanche et je suis content pour eux. Voilà. Écoutez, c'était une journée très intéressante et je dois dire que j'ai eu la chance de faire partie des gens qui ont fait des panneaux. Ça m'a permis de me plonger, de faire un beau voyage dans le passé. Parce que je dois dire que jusqu'à présent, je ne m'étais pas trop intéressée à tout ça et que, comme dans toutes les recherches sur ces sources, on remonte et ça c'est vraiment un voyage passionnant. Par ailleurs, ce sont des gens qui ont connu une période extrêmement difficile et de voir, de lire tout ce qu'ils ont eu alors qu'ils ne nous ont jamais rien raconté. Et ça, je trouve que faire une journée comme ça en leur mémoire, c'est probablement la dernière puisque nos enfants ne les auront pas connus. Je pense que c'était important pour eux et aussi beaucoup pour nous.